Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de la trahison venant de ceux que vous aimez le plus? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marguerite, une femme que sa propre famille a tenté d'effacer, mais qui a refusé de disparaître. Son histoire nous rappelle que même dans les abysses les plus sombres, la volonté de survivre peut devenir la plus grande des forces. Avant de nous plonger dans ce récit poignant, dites-moi, d'où nous écoutez-vous? Laissez un commentaire avec votre âge et l'endroit où vous vous trouvez, afin que nous puissions partager ce moment ensemble. L'air était lourd cette nuit-là, épais de sel et de brouillard, celui qui s'accroche à la peau et rend chaque souffle humide. Je me souviens avoir trouvé étrange que Vanessa m'ait demandé de la retrouver là, sur la vieille jetée d'Étretat, bien après le coucher du soleil. Elle avait dit « David veut te parler de questions familiales, quelque chose de privé. » Idiote que j'étais, j'y suis allé. Car lorsqu'il s'agit de votre unique enfant, même après la froideur, la distance, la façon dont sa femme s'était glissée entre nous, vous gardez espoir. Vous espérez un moment d'amour, une lueur du garçon que vous avez élevé. Ses talons claquaient contre le bois alors que nous marchions côte à côte. David se tenait à quelques mètres devant, le dos tourné, fixant les vagues agitées. J'ai appelé son nom, mais il n'a pas répondu. Il n'a même pas tourné la tête. Ce fut mon premier véritable avertissement, son silence. Vanessa s'est penchée tout près, si près que je pouvais sentir l'odeur piquante de son parfum mêlée à celle de la mer. Ses lèvres ont effleuré mon oreille alors qu'elle murmurait, presque tendrement, « Il est temps de rencontrer ta fin. » Et puis la poussée est venue. Pas violente, pas frénétique, mais calculée, juste assez pour me déséquilibrer, pour envoyer mon corps vieillissant trébucher vers le bord. J'ai aperçu David à la dernière seconde, ses yeux rencontrant enfin les miens. Pas suppliant, pas horrifié, juste vide. Et puis, l'eau m'a avalé tout entière. Le froid était impitoyable. Il m'a coupé le souffle, m'entraînant vers le fond avant même que je puisse crier. Ma robe s'est emmêlée autour de mes jambes comme des algues, mes bras griffant inutilement le courant. Le sel me brûlait la gorge, les poumons. Au-dessus, j'ai entendu un faible rire, des pas qui s'éloignaient. L'ombre de mon fils se dessinait sur la jetée, immobile. Il ne venait pas. Il n'allait jamais venir. La panique a éclaté, mais quelque chose de plus fort a suivi. La rage. La rage qu'après tout ce que je lui avais donné, son éducation, sa maison, la fortune de son père, ce soit là le remerciement. La rage que le sourire empoisonné de Vanessa soit la dernière chose que je verrai peu, être jamais. J'ai donné un coup de pied puissant, me forçant à remonter à la surface. Le ciel nocturne s'est fragmenté au-dessus de moi, brouillé par l'eau et les larmes. Au secours! Ma voix s'est brisée, avalée par le rugissement de la marée. La jetée s'estompait déjà dans la brume. Leur silhouette avait disparu. Ils m'avaient laissé pour morte. Chaque instinct criait de me battre, mais le froid me rongeait, engourdissant mes doigts, ralentissant mes membres. Ma hanche me faisait mal à chaque coup de pied désespéré. La pensée m'a frappé comme un éclair. Alors, c'est comme ça que ça se termine. Pas dans la dignité, pas dans l'amour. Juste une poussée et le silence. Et puis une lumière. Faible d'abord, puis plus vive. Le ronronnement régulier d'un moteur fendant la nuit, un chalutier, une lanterne se balançant à son approche. Une voix bourrue et surprise. « Bon sang, tenez bon !» Des bras puissants m'ont saisi, me hissant par-dessus bord comme si je n'étais rien de plus qu'une prise du jour à moitié noyée. Je me suis effondré sur le pont, toussant de l'eau de mer, tremblant si violemment que j'ai cru que mes os allaient se briser. L'homme s'est accroupi à côté de moi, son visage buriné par des années de sel et de soleil. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Vous êtes tombée ?» Je voulais lui dire la vérité, que mon propre fils et sa femme avaient essayé de me tuer, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Car même alors, dans mon état trempé et frissonnant, je savais une chose. S'ils pensaient que j'étais en vie, ils essaieraient à nouveau. Et peut être que la prochaine fois, je n'aurai pas autant de chance. Alors, j'ai ravalé la vérité, j'ai toussé jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, et j'ai murmuré « S'il vous plaît, ne dites à personne que vous m'avez trouvé. » Son front s'est plissé, mais quelque chose dans mes yeux a dû lui en dire assez. Il a hoché lentement la tête. « D'accord, je m'appelle Franck, vous serez en sécurité ce soir. Mais celui qui vous a mis à l'eau, il n'en a pas fini avec vous. Il m'a enveloppé dans une couverture qui sentait le diesel et la saumure. Et je suis restée assise là, tremblante, fixant l'horizon noir. Quelque part, au-delà de ce brouillard,
Mon fils et sa femme écrivaient déjà leur version de l'histoire. Un accident, une tragédie, une vieille femme trop fragile pour son propre bien. Mais j'étais en vie. Et c'était la seule chose qu'ils n'avaient pas prévue. Quand les gens me demandent maintenant si je l'avais vu venir, j'hésite toujours. Car la vérité, c'est que oui, les signes étaient là. Mais quand il s'agit de votre propre enfant, vous détournez le regard, vous trouvez des excuses. Vous vous persuadez que vous imaginez des choses. Et cette cécité a failli me coûter la vie. En y repensant, les signaux d'alarme étaient partout. Cela a commencé doucement, avec de petites remarques de Vanessa lors des dîners de famille. « Ne t'inquiète pas, maman. On s'occupera de tout quand tu seras plus âgé. Tu n'auras pas à te soucier de l'argent ou des décisions. » Elle disait cela avec son sourire mielleux. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Calculateur, évaluateur. À l'époque, j'ai pris cela pour de la gentillesse. Puis sont venus les médicaments. Après mon opération de la prothèse de hanche, j'étais groggy, épuisée et souffrante. Vanessa a insisté pour organiser mes médicaments. « Concentre-toi sur ta guérison », disait-elle, prenant les flacons du pharmacien avant même que je puisse lire les étiquettes. À 2 reprises, je me suis sentie étourdie, désorientée, incertaine d'avoir pris la bonne dose. J'ai mis cela sur le compte de l'âge, mais maintenant je me demande, était-elle déjà en train de préparer le terrain pour mon déclin cognitif? David aussi a changé. Mon fils, qui m'appelait tous les dimanches juste pour discuter, ne téléphonait plus que lorsqu'il avait besoin d'une signature. Des documents, des autorisations, des transferts. C'est juste pour faciliter les choses, maman. Les impôts, les factures médicales, tu sais comme tout cela devient compliqué. Il faisait glisser les papiers sur la table, sa main ferme sur le stylo, comme pour me défier d'hésiter. Je lui ai fait confiance. C'était mon fils. J'ai signé. Un soir me hante encore. J'avais égaré mes lunettes de lecture. Rien d'inhabituel. Mais Vanessa a sauté sur l'occasion. « Tu vois, David, c'est ce que je disais. Elle est si oublieuse ces derniers temps. » Elle l'a dit sur un ton léger, presque en plaisantant. Mais elle me filmait avec son téléphone pendant que je fouillais dans mon sac. Je me souviens avoir ressenti un frisson étrange, comme si j'étais entré dans une pièce de théâtre dont je ne connaissais pas le texte. Même mon médecin semblait différent. Les rendez-vous devenaient plus courts, son ton plus sec. Envisagez peu être une maison de retraite plus tard, a-t-il dit une fois sans explication. Plus tard, j'ai appris qu'il avait complètement cessé de retourner mes appels. À l'époque, je pensais qu'il était simplement occupé. Maintenant, je me demande s'il n'a pas subi des pressions ou été payé. Et puis, il y avait la maison, celle où Robert et moi avions construit nos vies. Après son décès, je l'ai cédé à David, pensant que cela le rapprocherait de moi, lui donnerait de la stabilité. Mais lentement, j'ai été traité comme une invitée. Mes opinions étaient ignorées, mes affaires rangées. Vanessa a tout redécoré. Un nouveau départ, disait-elle. J'aurais dû réaliser alors que j'étais en train d'être effacé. Petit à petit, le signal d'alarme le plus clair est venu la semaine avant la jetée. David m'a appelé, son ton inhabituellement chaleureux. « Maman, nous devrions faire quelque chose de spécial pour toi. Une soirée en famille. Tu le mérites. » Mon cœur s'est serré d'espoir. Peut être que je lui manquais. Peut-être voulait-il renouer le contact. Quand je suis arrivé ce soir-là, Vanessa m'a tendu une coupe de champagne avant même que j'aie enlevé mon manteau. Elle a porté un toast à de nouveaux départs. David a posé des questions désinvoltes sur mon testament, disant que la succession pouvait être un tel cauchemar, et laissant entendre que je devrais leur simplifier les choses. Ses mots étaient fluides, mais ses yeux étaient froids, comme s'il répétait déjà mon éloge funèbre. Le coup de grâce, le moment qui aurait dû briser mon déni, fut lorsque j'ai surpris Vanessa, inclinant son téléphone, m'enregistrant pendant que je sirotais mon champagne. Elle prétendait prendre un selfie, mais orienter l'objectif vers moi, documentant mes paroles pâteuses, ma confusion, ma prétendue incompétence. Il ne complotait pas seulement, il rassemblait des preuves. Et pourtant, j'ai ignoré tout cela, parce qu'il était mon fils, parce que je pensais que la famille signifiait quelque chose. J'ai toujours pensé que les funérailles servaient à tourner la page, à dire au revoir, à honorer la vérité d'une vie vécue. Mais assise à l'arrière d'une berline sombre, un voile noir tombant bas sur mon visage, j'ai réalisé que les funérailles peuvent aussi être une scène de théâtre. Et les miennes, mes propres funérailles, n'étaient rien d'autre qu'une performance. La pluie rendait les allées du cimetière glissantes, transformant l'herbe en boue et les pierres tombales en miroirs noirs. De là où j'étais assise sur la colline, la scène se déroulait comme une pièce de théâtre. Un cercueil verni reposait au centre, drapé de lit blanc.
Ma photo, soigneusement choisie, était perchée sur un chevalet à côté. Je l'ai reconnue instantanément, une photo que Vanessa avait insisté pour prendre un jour, en pleine phrase, alors que j'avais l'air distraite et lasse. Maintenant, elle était utilisée comme l'image finale de ce que j'étais censé être. J'ai resserré mon manteau d'emprunt et me suis forcé à regarder. David se tenait devant, son bras autour des épaules de Vanessa. Son costume était parfaitement taillé, sa cravate droite, mais son visage était vide. Il tenait un papier plié, et quand il a parlé, sa voix s'est brisée juste assez pour paraître répétée. « Ma mère avait des difficultés ces dernières années, a-t-il dit. Elle n'était plus elle-même, mais elle était aimée. Elle méritait la paix, et maintenant, elle l'a enfin. » Les mots ont atterri comme des pierres. Il était en train de me réécrire. Là, devant tout le monde, me dépeignant comme fragile, confuse, un fardeau à plaindre. Vanessa a reniflé dans son mouchoir, s'épongeant les yeux de façon dramatique, se penchant contre lui comme l'épouse éplorée. Je me suis agrippé au siège devant moi jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ce qui était pire, ce qui coupait plus profondément que les mensonges, c'était la foule. Des amis que je connaissais depuis des décennies, des voisins qui avaient partagé les fêtes avec moi, les femmes de mon club de lecture. Même le curé de l'église que je fréquentais autrefois. Ils pleuraient tous. Ils croyaient chaque mot. Ma vie avait été réduite à une histoire tragique de déclin, et mon fils et sa femme en étaient les narrateurs. Mais en balayant les visages du regard, quelque chose a attiré mon attention. Ou plutôt, l'absence de certains visages. Mon avocate, Patricia, absente. Mon comptable, Michel, pas là. Mon conseiller financier, Richard, manquant aussi. C'étaient des gens qui auraient dû être présents, qui auraient dû offrir leurs condoléances, ou au moins faire une apparition pour une femme dont la succession valait des millions. Leur absence parlait plus fort que les prières du curé. Ils n'étaient pas seulement absents, ils évitaient la situation. L'estomac s'est noué. Faisait-il déjà partie de cela? Avait-il aidé David et Vanessa à scénariser ma chute? Le curé a fermé sa Bible, sa voix douce contre le crépitement de la pluie. Nous recommandons Marguerite Dubois à la mère de l'éternité. Mon nom, prononcé comme si j'étais vraiment parti, a résonné à travers le cimetière comme un verdict. Puis est venu le moment qui a failli me briser. Éléonore, ma voisine depuis 30 ans, s'est avancée, ses mains frêles serrant un mouchoir. Elle a sangloté ouvertement, ses épaules secouées, et a placé une seule rose sur le cercueil vide. « Au revoir, Marguerite », a-t-elle murmuré, la voix brisée. Elle me croyait parti. Elle me pleurait pendant que les vrais scélérats se tenaient à quelques mètres, feignant de pleurer aussi. Je voulais courir vers elle, lui dire que j'étais vivante, lui tenir la main et lui promettre que la vérité éclaterait. Mais je suis resté caché, car me révéler trop tôt signifierait la mort, cette fois-ci permanente. La portière de la voiture s'est ouverte, et Franck, le pêcheur qui m'avait sauvé, s'est glissé au volant. « Alors ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à la mer de parapluies noirs. « Ils ont enterré une boîte vide, dis-je platement. Mais l'histoire avec laquelle ils m'ont enterré est pire que la mort. Il m'a étudié un long moment. Vous êtes sûr d'être prête pour la suite? Dénoncer votre propre fils? » J'ai regardé à nouveau David et Vanessa, qui riaient doucement avec un couple près de la tombe, comme si la mort n'était qu'un autre événement social à gérer. Ma mâchoire s'est crispée. Il a cessé d'être mon fils au moment où il a choisi le silence sur cette jetée. Ce qui reste n'est qu'un ennemi de plus. Alors que la voiture s'éloignait, la pluie est devenue plus forte, tambourinant sur le toit comme des applaudissements. Pas pour eux, pour moi, car pendant qu'ils se félicitaient de leur performance impeccable, je planifiais déjà l'acte suivant. La nuit où je suis entré par effraction dans mon ancienne maison, je me sentais plus comme une voleuse que comme une propriétaire. L'ironie était amère. Une maison construite avec mon argent, remplie de mes souvenirs. Et pourtant, je devais m'y faufiler comme une criminelle. Franck m'avait déposé à 3 rues de là. La clé était toujours sur mon trousseau. David n'avait jamais demandé à la récupérer. Une petite négligence de sa part, mais que je comptais bien utiliser. Je me suis glissé par la porte derrière. Et l'odeur m'a frappé en premier. Pas la chaleur familière du vieux bois, non, c'était différent. Stérile, cher, comme un showroom prétendant être une maison. Ma cuisine était remplie de fromages importés et de produits frais, des choses dont Vanessa ne se souciait jamais auparavant. Il ne faisait pas que visiter, il vivait ici, profitant de ce que j'avais construit, comme si j'étais déjà parti.
C'est dans l'ancien bureau de Robert que j'ai trouvé la vérité. Des piles de papier parfaitement alignées, des dossiers étiquetés avec une précision glaçante. L'un d'eux a attiré mon attention. Projet Marguerite. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai ouvert, et le contenu s'est répandu comme du poison. Une chronologie de mon prétendu déclin, des dates, des notes sur des pertes de mémoire, des enregistrements de moi, confondant des noms, même des photos. Une autre page décrivait l'erreur à l'hôpital il y a 3 mois, quand j'avais été admise en urgence pour avoir pris le mauvais médicament. Je m'en étais voulu, mais les notes manuscrites de Vanessa racontaient la véritable histoire. Étiquette échangée avec succès. Incident documenté. Je me suis agrippé au bureau pour me stabiliser alors que la prise de conscience m'a submergé. Mon fils et sa femme n'avaient pas seulement essayé de me tuer sur la jetée. Ils m'avaient tué lentement depuis plus d'1 an, élaborant un récit d'incompétence jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une vieille femme sénile aux yeux du monde. Mais la pire découverte n'était pas dans les dossiers. C'était à l'étage. Je suis monté par l'escalier, chaque marche gémissant sous mon poids, et je me suis arrêté au bout du couloir. Un son léger provenait d'une pièce qui était autrefois ma salle de couture. Un doux gémissement, le cri d'un bébé. Mon pouls s'est accéléré. J'ai poussé la porte juste assez pour voir à l'intérieur. La pièce autrefois encombrée avait été transformée en nurserie. Des murs bleu pâle, un berceau avec des couvertures en soie, des jouets soigneusement empilés. Je me suis couvert la bouche de la main. Vanessa n'avait jamais été enceinte, je l'aurais su. Alors, à qui était cet enfant? Sur la commode, j'ai vu des documents, des formulaires d'hôpital, un acte de naissance avec bébé Dubois tapé nettement. Vanessa y était inscrite comme la mère, David comme le père. Mais j'avais vu Vanessa en bikini juste 1 mois auparavant. Elle n'avait pas porté d'enfant. Le papier a tremblé dans mes mains. Un bébé falsifié, un héritier fabriqué. Le plancher a craqué derrière moi, et la panique a parcouru mes veines. J'ai attrapé les documents, les ai fourrés dans mon manteau, et je me suis esquivé par la porte de derrière avant de pouvoir être surprise. Pendant des jours après être entré par effraction dans ma maison, j'ai à peine dormi. L'image de ce berceau me hantait. Mon fils et sa femme n'avaient pas seulement essayé de me tuer. Ils avaient mis en scène un remplacement complet pour moi, une lignée falsifiée. J'ai su alors que si j'essayais de me battre seul, je perdrais. J'avais besoin d'alliés. Mais choisir à qui faire confiance, c'était comme marcher dans un champ de mines. J'ai donc commencé par la seule personne que je savais ne me trahirait pas, la juge Evelyne Hubert, retraitée, plus vive que jamais, et une femme qui avait été à la fois ma voisine et mon amie pendant des décennies. Si quelqu'un pouvait m'aider, c'était bien elle. Quand je me suis présenté à sa porte, trempé par la pluie, elle n'a pas sourcillé. Elle a écouté en silence pendant que je lui ai raconté tout. Comment Vanessa m'avait poussé à l'eau. Comment David était resté sans rien faire. Comment j'avais assisté à mes propres funérailles depuis une colline. Quand j'ai finalement terminé, tremblante de fatigue et de fureur, Evelyne a joint ses mains sur la table. « Marguerite, dit-elle, la voix calme. C'est plus grand qu'un fils avide et sa femme. Ce que tu as décrit est systématique, méthodique. Ils ne sont pas les seuls impliqués. » Je fis glisser l'acte de naissance sur la table. Alors, explique ceci. Elle ajusta ses lunettes. Ce n'est pas seulement un faux. Cela a été préparé avec une précision juridique. Quelqu'un avec un accès interne, un avocat, peut être ou un réseau. Ces mots m'ont glacé, un réseau. Cela expliquait l'avocat absent, le comptable silencieux. Ils n'étaient pas étrangers à l'affaire, ils étaient complices. Evelyne s'est rapprochée. Tu as besoin de quelqu'un qui peut creuser plus profondément. Quelqu'un qui ne joue plus selon les règles. Elle a pris son téléphone et a passé un seul appel. C'est ainsi que j'ai rencontré Daniel Costa. Daniel n'était pas un simple détective privé. Il avait été agent de terrain du FBI jusqu'à ce que la politique l'enchasse. Sa réputation était mitigée, impitoyable, tenace, prêt à contourner les règles. Quand il est entré dans la cuisine d'Evelyne le lendemain matin, il a apporté avec lui un air de danger. Je n'ai pas tourné autour du pot. Mon fils et ma belle-fille ont essayé de me tuer. Ils ont simulé mon déclin, mis en scène ma mort, et élèvent maintenant un enfant qui n'est pas le leur. Et je veux des preuves suffisantes pour les enterrer. Daniel m'a étudié un long moment, puis a fait un petit signe de tête. Vous n'êtes pas seulement une victime, vous êtes en colère, c'est bien. La colère vous maintient en vie. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai tout déballé. Les pilules échangées, la photo de la fête surprise mise en scène,
les documents juridiques que David m'a forcé à signer, les professionnels absents à mes funérailles. Daniel a griffonné des notes, sa mâchoire se crispant à mesure que le tableau se dessinait. Enfin, il a levé les yeux. Vous avez raison. Ce n'est pas juste de la cupidité pour un héritage. C'est organisé. J'ai déjà vu des schémas similaires. Des cibles âgées, isolées, dépeintes comme incompétentes, puis commodément décédées, tandis que les héritiers récupèrent tout proprement. Votre cas pourrait être celui qui fera tout éclater. À l'aube, Daniel est revenu avec des photographies. Des clichés de surveillance granuleux de Vanessa rencontrant un homme devant une tour de verre du centre-ville. Le visage de l'homme était vif, son costume cher. Daniel a posé la photo devant moi. « Vous le reconnaissez » demanda-t-il. J'ai étudié l'image, le cœur serré. Oui, c'est Richard Cartier, mon conseiller financier, celui qui a cessé de retourner mes appels. Daniel a souri d'un air sombre. Dans le milieu, on l'appelle RC, un facilitateur pour les riches. Il aide les familles avides à accélérer les héritages. Le mot est resté coincé dans ma gorge. Accélérer. Daniel s'est penché en arrière. C'est le terme poli. J'appellerais ça un meurtre assisté. Le silence s'est fait dans la pièce. Alors c'était vrai. Je ne me battais pas seulement contre mon fils et sa femme. Je me battais contre une machine. Une machine qui s'attaquait aux gens comme moi, âgés, riches, vulnérables. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était ceci. Je n'étais pas parti. J'étais vivante. Et j'avais des alliés. J'ai regardé Daniel, puis Evelyne, et j'ai prononcé les mots qui ont scellé mon chemin. S'ils ont construit une machine pour m'effacer, alors nous en construirons une pour les détruire, pièce par pièce. La nuit où j'ai décidé de retourner dans cette maison, je n'étais plus la même femme qui avait été poussée à la mer. La peur vivait toujours en moi, oui, mais elle était enfouie sous quelque chose de plus tranchant. La résolution. Si David et Vanessa pensaient avoir écrit ma nécrologie, alors j'allais écrire moi-même la fin de leur histoire. Nous avons tout mis en scène avec soin. Evelyne a activé ses contacts dans la police, s'assurant que des officiers seraient prêts à intervenir le moment venu. Daniel a installé des enregistreurs et des caméras cachées dans la maison, là où Vanessa aimait se vanter. J'ai choisi la chambre de Vanessa pour la confrontation. Poétique, pensais-je. La nuit où il devait rentrer, je me suis assise dans le fauteuil près de sa coiffeuse, la lampe projetant mon ombre immense contre le mur. Sur mes genoux reposait un dossier rempli de photographies, de faux documents et d'enregistrements. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant a résonné dans la maison silencieuse. La porte de la chambre s'est ouverte en grinçant. Et j'étais là. Vanessa s'est figée sur le seuil, son sac à main glissant de son épaule pour tomber au sol. Pendant un instant, elle a semblé avoir vu un vrai fantôme, ses yeux écarquillés, sa bouche tremblante. Avant que le cri ne jaillisse d'elle, David a suivi, s'arrêtant net, son visage blêmissant alors qu'il murmurait « Maman ». Je me suis penché en arrière dans le fauteuil. J'ai croisé les mains et j'ai souri. Surpris ? Je suppose que les morts ne s'assoient pas habituellement dans votre chambre en vous attendant, n'est-ce pas ? Vanessa a reculé en secouant la tête. Non, tu t'es noyé. Nous avons vu. J'ai posé le dossier sur la coiffeuse, étalant son contenu. Vous avez été bien occupé, dis-je, la voix calme. Faux rapports médicaux, ordonnances modifiées, photos conçues pour me faire paraître sénile. Même un acte de naissance pour un enfant qui n'est pas le vôtre. Dis-moi, Vanessa, quel est le bébé qui dort au bout du couloir ? Son masque s'est fissuré. J'ai vu la panique avant qu'elle ne réplique, crachant son venin. Tu ne peux rien prouver. C'est le moment que Daniel attendait. De la pièce voisine, il est sorti avec un petit enregistreur à la main. Il a appuyé sur lecture. Leurs voix ont rempli la chambre. Vanessa chuchotant à propos de mes pertes de mémoire, David acceptant de prendre le contrôle légal de mes biens. Leurs propres mots, capturés, indéniables. Considérez que c'est prouvé, dit froidement Daniel. Derrière eux, 2 officiers en uniforme sont entrés, suivis par Evelyne. La contenance de Vanessa s'est brisée. Elle s'est jetée sur moi, le visage tordu de rage. « Tu aurais dû rester morte !» a-t-elle hurlé. Un officier l'a saisie par les bras. Quant à David, il s'est simplement effondré, les épaules affaissées. « Maman !» a-t-il murmuré à nouveau, mais il n'y avait ni conviction, ni excuse, seulement le vide. Je me suis levé lentement, les années de douleur et de trahison pesant sur mes os, mais équilibrées par le poids du triomphe. Je me suis approché jusqu'à pouvoir voir la peur trembler dans les yeux de Vanessa. « Sais-tu ce que l'océan m'a appris ?» ai-je demandé doucement. « Que la noyade n'est pas la pire façon de mourir.
La trahison leste. Les officiers l'ont sorti de la pièce, ses cris résonnant dans le couloir. David n'a pas résisté quand ils lui ont passé les menottes. Il a simplement fixé le sol, silencieux comme il l'avait été sur la jetée. C'est fini. Daniel secoua la tête. Non, Marguerite, ce n'est que le début. Alors que la maison se remplissait du crépitement des radios et du bruit des preuves en cours de collecte, je me tenais à la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais vue. Ils me voulaient morte. Au lieu de cela, ils ont dû me voir me relever. Le procès fut rapide, mais brutal. Les preuves se sont accumulées, plus hautes que les fleurs de mes fausses funérailles. Vanessa a tenté une autre performance, pleurant à la barre, mais le jury n'a pas été dupe. David, lui, est resté pâle et silencieux, ses épaules voûtées comme si le poids de chaque mensonge l'écrasait. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas arrêté Vanessa sur la jetée, il a simplement répondu « J'avais peur. Peur d'elle. Peur de perdre l'argent. » Mais la peur n'est pas une excuse pour regarder sa mère se noyer. Quand le marteau du juge a frappé, le son a résonné dans mes os. Vanessa, 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. David, 20 ans pour complot, fraude et tentative de meurtre. Puis 20 quartiers, le grand facilitateur. L'enquête de Daniel l'a lié à au moins une douzaine d'autres morts suspectes. Justice, oui, mais la justice n'efface jamais les cicatrices. Ce qui est resté avec moi, ce ne sont pas les verdicts. Ce sont les moments tranquilles d'après. En traversant ma vieille maison, de nouveau mienne, et en m'arrêtant dans cette nurserie, le berceau était toujours là. Et dans ce berceau reposait le bébé, innocent. J'ai tendu la main, effleurant ses petits doigts. Ils avaient falsifié son existence, mais il était réel, une vie qui méritait mieux que les mensonges dans lesquels il était né. Guidé par Evelyne, le tribunal m'a accordé la tutelle. L'élever est devenu ma seconde chance, non pas pour remplacer ce que j'avais perdu, mais pour honorer ce qui avait été volé. Aujourd'hui, des années plus tard, les gens me demandent si j'ai pardonné à David. Je pense à cette nuit sur la jetée, à la façon dont il m'a regardé tomber. Son silence a tué le garçon que j'avais élevé bien avant que je ne touche l'eau. Le pardon? Non. Certaines trahisons ne le méritent pas. Mais j'ai appris quelque chose de bien plus important. La famille n'est pas définie par le sang. Le sang peut vous trahir, vous vendre, vous noyer. La famille, c'est la loyauté. Ce sont ceux qui vous sortent de l'eau, qui s'assoient à vos côtés quand le monde vous croit disparu. Evelyne, Daniel, même Franck. Et maintenant, cet enfant qui serre mon doigt avec confiance. Eux, ils sont ma famille. Assise ici maintenant, les vagues roulant au-delà de ma fenêtre, j'entends parfois la voix de Vanessa dans ma mémoire. « Il est temps de rencontrer ta fin », avait-elle murmuré. Mais elle avait tort. Cette nuit-là n'était pas ma fin, c'était mon commencement.